C'est-à-dire ça. Sur les réseaux qui payaient son coup ce soir. C'est toi qui as dit ça. Bien, mesdames et messieurs, la séance est reprise. Je remercie les internautes qui nous regardent pour leur assiduité. Et nous poursuivons l'examen de notre ordre du jour avec une délibération importante qui concerne la présentation du programme et des modalités du concours de maîtrise d'œuvre du futur gymnase Maxime Marchand. Vous le savez, à l'entrée du quartier de Maison Rouge se situe le gymnase Maxime Marchand. Et depuis l'automne 2019, la Maison des sports et des associations, Thomas Pesquet, ainsi qu'une piste d'athlétisme qui a été entièrement rénovée en 2019. L'idée de la municipalité, c'est de pouvoir bâtir une cité des sports à proximité du lycée des Fontenelles, du collège des Fougères, avec désormais un parvis Arnaud Beltrame qui a été complètement réaménagé. Et sur ce site, nous avons donc le gymnase Maxime Marchand, qui est un gymnase qui date des années fin des années 60, début des années 70, et qui n'est plus tout à fait au dernier, enfin voilà, aux normes les plus récentes, s'agissant notamment de son isolation thermique, et qui, voilà, en frais d'entretien, coûte aussi cher, et même s'il est tout à fait aux normes de sécurité et qui fait l'objet d'un avis positif de la commission de sécurité, il nous semble pertinent, eh bien, de pouvoir proposer un équipement moderne, adapté, et c'est l'objet de cette délibération. Et José Piras, adjoint en charge de la vie sportive, ne pouvait pas être parmi nous ce soir, mais voilà, nous avons travaillé avec lui sur ce sujet, en lien avec les services techniques de la ville, pour proposer en fait la construction d'un gymnase pas au même endroit que le gymnase actuel, pour plusieurs raisons. D'abord parce que construire le gymnase au même endroit supposerait d'avoir un temps pendant lequel on ne peut pas utiliser les infrastructures. Or, elle est très utilisée, notamment, bien sûr, par les clubs, mais aussi par les publics scolaires. Et d'autre part, parce que l'idée, c'est aussi de dégager l'espace devant la maison des sports et des associations pour avoir aussi un certain nombre d'activités en extérieur à cet endroit, de faire vraiment une cité des sports. Et donc, l'emplacement qui est proposé pour le futur gymnase, et là, on parle à terme de la démolition uniquement d'une des deux parties, enfin de la grande halle en fait de Maxime Marchand, et on construira le futur gymnase au-dessus de la piste d'athlétisme, avec une partie qui sera semi-enterrée et qui, voilà, sur un terrain qui est au-dessus de la piste d'athlétisme, permettra d'avoir en fait un nouveau bâtiment qui proposera les espaces suivants. Alors pour le coup, des espaces qui sont à la fois dans la partie qui restera de Maxime Marchand et dans la partie qui sera démolie. Il y aura un espace d'activité gymnastique de dimension 23,5 mètres par 44 mètres, avec une tribune de 100 mètres carrés, donc ce qui permet d'avoir environ 300 personnes. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que pour la fraternelle, il n'y a pas de tribune. Et donc l'idée là, c'est d'avoir un équipement qui permet d'avoir une tribune. Bien sûr, des locaux accessoires destinés à la gymnastique, vestiaires, douches, rangements, un espace d'activité omnisport, et ça c'est l'actuelle halle de Maxime Marchand, et donc on retrouvera avec les dimensions qui vont bien, qui permettra la plupart des compétitions sportives, donc handball, basketball, volleyball, tennis, badminton, avec une utilisation scolaire. Donc ça c'est de dimension 23,5 par 44 mètres, avec là aussi une tribune de 100 mètres carrés, capacité 300 personnes. Des locaux accessoires destinés à la salle omnisport, vestiaires, douches, rangements, bureaux, et des locaux communs aux deux espaces, hall d'entrée, sanitaire public et joueurs, infirmerie, loge gardien, vestiaire arbitre et locaux techniques. Cette programmation, elle a été vue avec les clubs concernés, donc je remercie aussi le service des sports de la ville, sur la concertation pour l'élaboration du programme qui est joint à la délibération. Le coût prévisionnel provisoire des travaux, donc pour cette opération, avec intégration d'un objectif de performance environnementale en application de la démarche environnementale, s'élève à 4 136 000 € hors taxe. Sur cette question du prix, on est sur des équipements, les gymnases, qui peuvent être des équipements très onéreux. La démarche qui est la nôtre, c'est de se dire on ne peut pas se lancer dans un programme, et
En 2020, sur les premiers échanges qu'on avait eus, on nous disait vous ne ferez rien à moins de 10, 11 millions d'euros. Le sujet, c'est qu'il faut phaser les choses et les commencer, et qu'aujourd'hui, il y a une partie du complexe Maxime Marchand qui est en bon état, notamment le dojo, ça fonctionne plutôt bien. Il n'y a pas les problématiques qu'on a sur l'autre partie de Maxime Marchand. Et l'objectif avec cette construction, c'est qu'on se laissera aussi, le moment venu, si c'est nécessaire, la possibilité d'extension. Mais ça permet de phaser et de commencer dès à présent, sans avoir cette période d'indisponibilité qui aurait été liée à construire sur l'endroit actuel de Maxime Marchand. Donc, avec un montant de travaux de 4 136 000 hors taxes, donc une mise en concurrence est nécessaire pour la désignation d'un maître d'œuvre. Elle se fera dans le cadre d'une procédure européenne de concours restreint sur esquisse. Cette procédure, elle se décompose en 2 phases. Une phase candidature, qui fera suite à l'envoi d'un appel public à candidature, et une phase concours, au cours de laquelle les concurrents seront invités à remettre une esquisse et une enveloppe séparée contenant l'offre de prix. Et les candidats admis à concourir ayant remis des prestations conformes après avis motivé du jury percevront une prime de 18 000 euros hors taxe, qui correspond au coût engagé pour la présentation de leur dossier, voilà, comme on peut le faire sur des écoles notamment. Voilà sur ce projet. Vous avez donc annexé à la délibération la présentation et l'étude en fait du programme, avec l'emplacement, avec les différentes superficies et les espaces tels qu'ils ont été vus. Et l'objectif, c'est de pouvoir engager la phase de candidature pour une phase de travaux et livraison avant la fin de l'année 2025 de ce projet, conformément donc, à l'engagement que nous avions pris en 2020 de pouvoir créer cette cité des sports sur un site aujourd'hui avec la Maison des sports et des associations qui a été qualifié et labellisé centre de préparation aux Jeux pour l'escrime, et avec la volonté aussi vraiment d'avoir en fait à Louviers, il y a 3 lieux pour le sport, enfin il y en a 4 en fait. Vous avez tout ce pôle sportif et notamment sport scolaire, sport pour les clubs qui est Fontenelle, Maison Rouge. Vous avez Paul Coudray avec le terrain de football synthétique. Vous avez la plaquette sur lesquelles on présentera le moment venu aussi de réhabilitation du terrain de baseball. Et puis, vous avez le pôle sportif et de loisirs composé des équipements de l'intercommunalité, centre aquatique, patinoire et futur espace K2 avec un certain nombre d'activités ludiques et sportives. Et donc voilà, pour une ville de 20 000 habitants, on commence à être sur des équipements quand même très dimensionnants et qui répondent aussi à la vitalité du tissu associatif leuvérien et des clubs sportifs. Donc voilà la présentation que je souhaitais vous faire de ce programme important. Madame Séguir a demandé la parole. Oui, j'avais une question. Si je regarde le document avec le plan du nouveau gymnase, il sera en lieu et place des terrains de basket. C'est ça? Au-dessus de la piste. Oui, parce que je ouais. regarde ce document. Il y a un plan. Si c'est OK, je vois qu'il y a une trace rouge. C'est ça, avec les pointillés. Donc c'est ça. Donc c'est-à-dire que les terrains de basket disparaissent. Ils ne sont pas utilisés, hein. Très peu utilisés en fait. Ils ne sont pas utilisés? Bon, très peu. Ah bah ouais, alors, ils sont abîmés, j'invite les élus à venir le week-end parce qu'ils sont très utilisés. Alors, oui, mais pour après... les utiliser quand je peux, j'y suis. Déjà, on n'a plus de pistes d'athlétisme accessibles comme ça en week-end. Là, on n'aura plus de terrain de basket. Sur le principe, hein, effectivement, le Maxime Marchand, c'est vieillot. Hein, il faut le refaire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce qui est un peu dommage, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus... On pourra les refaire sur le site libéré par Maxime Marchand? Non, mais je ne sais pas. Oui. Mais là, du coup, alors non, mais dans ces cas-là, est-ce qu'on peut envisager que des terrains de basket soient déplacés à proximité, ou en tout cas, parce qu'aujourd'hui, en fait, si on veut faire du sport libre, c'est-à-dire hors d'un club, c'est plus possible à Louviers. Pratiquement, il reste donc du coup, si je comprends, il reste un city stade à Raoul-Verlet, c'est ça. Et puis après, il n'y a plus rien. Là, il y a plein de choses, parce qu'il y a notamment il y a ce qu'on est en train d'installer à Maison Rouge, le CrossFit. Il y a le City Stade de Jules Ferry. Il y a pas mal de choses. Mais là, sur le sujet ici, c'est justement ce que je vous ai indiqué. C'est pour faire de la musculation. Moi, je ne fais pas de musculation. Ce que je vous indiquais juste, c'est que tout à l'heure, quand j'évoquais la Maison
et des associations avec l'idée de la démolition de la partie Maxime Marchand qui va être construite, c'est justement pour être sur des activités en extérieur. Donc ça répond parfaitement à votre demande. Accessible à des gens, sans être dans un club, à des heures qu'ils le souhaitent. Vous savez, après, la question des clubs, ils jouent un rôle et sur la piste d'athlétisme. Non, mais j'ai rien contre les clubs. Je vous dis, mais à un moment donné... L'idée, c'est de faire une cité sportive. Moi, j'ai un enfant qui fait du basket dans un club, c'est très bien, mais des fois, on peut aussi se donner envie d'aller jouer entre amis, en famille, sans qu'il y ait effectivement un prof. C'est de ça dont on parle. Oui, c'est mais comment je suis en train de vous favoriser répondre. le sport libre pour les lover. C'est le principe de la cité sportive, ce que j'essaye de vous expliquer depuis tout à l'heure, c'est de dire que justement, au lieu d'avoir la structure bâtimentaire de Maxime Marchand devant la Maison des Sports et des Associations, vous avez vu qu'aujourd'hui, il y a un espace avec de la pelouse, et en fait, on veut garder l'espace qui est derrière, justement pour avoir de l'accès libre. Donc ça répond exactement à votre préoccupation, et c'est plus facile de le faire là parce que vous êtes au même niveau, et ça permet en plus de ne pas reconstruire Maxime Marchand au même endroit. Ça vous donne, et c'est pour ça qu'on l'appelle cité sportive, au même endroit, vous avez un gymnase, vous avez une piste d'athlétisme, vous avez une maison des sports et des associations, et vous avez des activités en extérieur dont l'esprit est en effet qu'elles soient ouvertes en accès libre. Voilà. Donc et d'avoir un espace où on peut un peu respirer et d'utiliser au maximum l'espace qui est aujourd'hui occupé, qui est assez important en termes de superficie, par la partie Maxime Marchand qui sera démolie. Donc je pense que ça peut répondre parfaitement à votre remarque. Madame Léostic. Oui, merci. Déjà, le dossier est vraiment très complet. Donc ça, c'est super. Et il y a vraiment des choses très, très positives. Moi, par contre, à la lecture, je me dis on peut être encore plus ambitieux. On peut essayer d'aller même encore plus loin. Donc du coup, sur les considérations techniques que je vous propose de prendre en compte, après c'est vous qui déciderez, mais en fait dans le contexte actuel de crise de l'énergie au niveau de l'Europe, je trouve qu'il est quand même très important de pouvoir produire notre propre électricité autant que possible et de se doter d'ENR sur les bâtiments. Et les gymnases sont vraiment les équipements municipaux qui ont le plus de surface de toiture, donc qui permettent en fait d'avoir le plus de panneaux photovoltaïques. Et j'ai lu en fait dans le document que ça restait une option en fait, le recours aux panneaux photovoltaïques. Donc ça m'interroge, je me dis mince, pourquoi est-ce qu'on part sur une option alors qu'on pourrait l'imposer? Il suffit juste de faire en sorte que la structure du bâtiment puisse soutenir le poids des panneaux photovoltaïques. Si après la mise en place des panneaux photovoltaïques pose problème, comme on le fait pour plein d'autres actions, on peut très bien aller demander un financement tiers par Enercop par exemple, mettre à disposition la toiture. Donc ça, c'était ma première remarque. Deuxième remarque, pareil pour le choix des matériaux isolants et laissé au maître d'œuvre en fait. Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas directement des matériaux isolants biosourcés, puisqu'en fait, quand on lit, on voit que la réduction de l'empreinte carbone est divisée entre la consommation énergétique et les choix des matériaux de construction. Si on regarde en fait la consommation énergétique du bâtiment, le bâtiment étant LED, on va être raccordé au réseau de chauffage urbain. Donc en fait, on va avoir l'empreinte carbone va être très faible de ce point de vue-là. Est-ce qu'on peut pas aussi essayer dans les matériaux de construction d'aller encore un petit peu plus loin? Enfin, c'est une proposition. Pareil, on n'a pas d'exigence vis-à-vis de la ventilation, simplement de la réglementation. Est-ce qu'on ne peut pas essayer d'aller vers une ventilation double flux, vu qu'en plus il y a des exigences au niveau de l'étanchéité à l'air, au niveau de la rupture des ponts thermiques. Donc ce serait intéressant d'aller vers une ventilation qui soit énergétiquement efficace. Pareil, l'isolation par l'extérieur n'est pas imposée, alors que maintenant c'est quand même vraiment prouvé que l'isolation par l'extérieur est beaucoup plus efficace qu'une isolation par l'intérieur, puisque les parois n'ont pas le temps de se refroidir ou de se réchauffer vu qu'elles sont isolées. Donc ça maintient d'autant plus facilement en fait l'équilibre thermique dans le bâtiment. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut imposer aux maîtres d'œuvre.
Et pareil, pour le recyclage des déchets de chantier, alors il y a vraiment, hein, j'insiste, ça a été quand même très pensé, il y a beaucoup de choses très, très positives. Mais par rapport au recyclage des déchets de chantier, moi, j'ai rien vu, j'ai juste lu, ils seront traités. Mais où est-ce qu'ils seront recyclés? Enfin, je sais que l'ADEME a fait pas mal de choses par rapport justement aux déchets des BTP. Est-ce qu'il y a la possibilité de se rapprocher, je sais pas, de plateformes de recyclage, de concassage des gravats, de récupération des menuiseries, enfin, je ne sais pas. Merci. Merci. Sur les panneaux photovoltaïques, j'en profite pour vous dire que sur l'école Jules Ferry, il y a toute une toiture qui est recouverte de panneaux photovoltaïques. Le sujet là, c'est qu'après, on verra en fonction des candidatures, justement, est-ce que les candidats pourront proposer sur les aménagements. Le sujet là, d'abord, c'est que nous, dans tous les nouveaux équipements que l'on construit, ils sont soit énergie positive, soit, évidemment, ils font franchir des gaps très importants en termes d'économie d'énergie. Et comme je vous le disais tout à l'heure, sur une autre délibération du Conseil, aujourd'hui, Maxime Marchand, c'est le bâtiment le plus énergivore qui existe. Donc, de toute façon, on va s'améliorer nettement. Le sujet, je le dis très franchement après, et ça rejoint les discussions que nous avions tout à l'heure sur le budget. On fait rentrer ça dans une enveloppe, et ça a été la méthode que nous avions eue sur la Maison des Sports et des associations. À un moment donné, il y a un principe de réalité. Soit vous pouvez... On fera le bâtiment le plus optimisé sur ces questions-là, y compris pendant le chantier sur le traitement des déchets. Et on doit le faire dans le cadre d'une enveloppe qui est celle qui nous permet de faire le projet. Parce que sinon, en fait, on n'a pas les moyens de faire le projet. Et donc, il y a toujours un gap entre l'idéal et ce qu'on fera par rapport à un budget, sachant que si on ne le fait pas, c'est pire que tout, puisqu'on garde Maxime Marchand. Et là, il n'y a rien de pire que tout. Donc, l'idée, nous, c'est qu'on a pris le parti de se dire, et dans le cadre d'une discussion avec les clubs utilisateurs, de se dire on regarde ce qui est absolument indispensable pour régler nos deux problèmes majeurs aujourd'hui. Les deux problèmes majeurs, c'est la fraternelle qui aujourd'hui ne peut pas accueillir de public, n'a pas de tribune, et c'est l'état de vétusté de la grande halle de Maxime Marchand. Et donc on s'est dit c'est ça nos priorités. Et on ne veut pas, parce qu'à un moment on s'était posé la question, de dire on ne peut régler qu'une des deux. On a fait en sorte de pouvoir dans le programme régler les deux. Il faut que ça rentre dans une enveloppe, et de toute façon, on sera sur... Je vais vous dire, la raison pour laquelle on sera sur quelque chose d'exemplaire, c'est que si vous n'êtes pas sur quelque chose d'exemplaire, vous n'avez pas les cofinancements des partenaires. Ils ne cofinancent pas. Donc, de toute façon, il est clair. Après, dans le détail, moi, je ne peux pas vous répondre ce soir, parce que ça va dépendre aussi de ce que vont nous proposer les candidats. On sera évidemment très attentif à ça. Mais les collectivités partenaires ne financent pas un projet qui n'est pas dans les normes les plus exigeantes. Mais elles pourraient l'être encore plus. Mais voilà, on fera ce qu'on doit faire et qui, de toute façon, nous fera faire un progrès immense par rapport à la situation actuelle. Sur les panneaux photovoltaïques, là aussi, ça va dépendre de ce que nous proposeront les candidats. Si c'est possible, évidemment qu'il faut le faire. En tout cas, c'est vrai que dans les bâtiments énergie positive qu'on a construits, c'est très positif. On verra comment ça fonctionne à Jules Ferry, mais c'est quelque chose, évidemment, auquel on est extrêmement ouvert. Voilà. Oui, alors, une fois que je réponds, on essaye de... Sinon, on va pas... Il est tard, je sais. Ça, c'est que le principe dans le règlement intérieur, c'est une prise de parole par délibération. C'est difficile de parler deux fois à la suite. C'est que c'est pas prévu dans le règlement qu'on a adopté à l'unanimité. C'est tout simplement pour dire... Moi, je tiens juste à exprimer que ce serait tellement dommage qu'on passe à côté de l'opportunité de pouvoir dimensionner le bâtiment pour qu'il puisse accueillir ces panneaux photovoltaïques. Si c'est pas conçu à la base, le poids peut pas être soutenu après par la suite. Et un gymnase, comme vous l'avez dit, c'est un équipement structurant qui va être là pour 50 ans en fait. Donc si on saisit pas, j'entends la priorité. De devoir répondre à l'usage et d'avoir la possibilité qu'il soit fonctionnel. Mais quel dommage, en fait, si on construit un équipement pour 50 ans et qu'on passe à côté de l'opportunité d'avoir un cofinancement sur des... On passe pas, puisqu'il ne sera jamais cofinancé s'il ne répond pas aux normes environnementales. Donc on passe pas à côté. Après, j'imagine qu'on peut toujours faire plus, mais on s'adapte à un principe de réalité. Mais il n'y a de toute façon pas de cofinancement s'il ne répond pas aux normes environnementales du moment. Donc il n'y a pas de sujet là-dessus. C'est pas...
Est-ce qu'il y a Monsieur Ortega? Ouais. Oui, j'ai juste une question très courte, mais j'ai peur de ne pas avoir bien compris. En fait, le gymnase actuel, et en effet, si j'ai bien compris ton propos, est décomposé en deux grandes parties. La partie hall, enfin là où on joue, et puis la partie dojo, foot, plus lointaine. On garde la partie lointaine, on la conserve, et on garde l'activité, on construit juste ce qui correspond à cette partie très grande. Oui, mais on mettra l'activité de la fraternelle qui est dans la partie dojo, hein, attention. C'est-à-dire que... Non, mais la partie frat, elle part. Ok. Oui. Voilà, ce qui veut dire qu'on regagnera de l'espace supplémentaire pour des clubs qui aujourd'hui ne peuvent pas l'utiliser. Parce qu'en revanche, on ne réutilisera pas, même si c'est pas immédiatement, la grande halle. Voilà. Parce qu'après, on a un problème de RP. Voilà. D'accord, mais la partie qui est derrière la grande halle, c'est un petit gymnase, enfin c'est un espace plus restreint. Ça tombe. Oui. Ça tombe. Voilà. Ok. Ce qu'on regarde, c'est la partie dojo. Et, voilà. Ok. Et donc, on libère la fraternelle et on libère... et les clubs style volleyball, etc., iront dans le... D'accord. Et tout en restant dans une enveloppe qui est plus raisonnable que 10 ou 11 millions d'euros qui leur on se donne la possibilité de faire une extension au moment venu. Ah oui, en une deuxième option au cas où. Enfin, comme ça, sur un PPI à venir. À terme, on pourrait être amené, mais pas maintenant, à terme, on pourrait être amené à, et ça répondra à la remarque de Mme Séguir, à tout démolir le moment venu, ce qui nous fera un espace encore plus grand, et pour les sports en extérieur, libre accès, etc. Ouais, sur un PPI ultérieur. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Eh bien, écoutez, je n'en vois pas, donc je vous propose de passer au vote. Donc, il s'agit à la fois d'autoriser le lancement du concours, de signer le marché de maîtrise d'œuvre, d'approuver le programme architectural et technique, d'approuver l'enveloppe financière prévisionnelle des travaux à 4 136 000 euros, de fixer à 18 000 euros le montant de l'indemnité versée à chaque candidat, de m'autoriser à solliciter les subventions afférentes au projet, de m'autoriser à signer et à déposer le dossier de permis de construire relatif à cette opération, de décider de régler sur présentation de facture toutes les vacations dues aux représentants des différents organismes extérieurs amenés à siéger au jury, de décider de régler sur simple facture l'indemnité proposée par le jury aux 3 candidats admis à concourir et de prévoir l'inscription des crédits et de préciser que les crédits de dépenses inhérents aux études de maîtrise d'œuvre pour cette opération sont inscrits au titre des APCP que nous avons votés tout à l'heure. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Merci pour cette unanimité. La délibération suivante nous est présentée par Caroline Rouzet. Bonsoir à tous. Donc, il s'agit d'un débat sur le futur RLPI. Donc, le RLPI, c'est le règlement local de publicité intercommunale. C'est simplement l'encadrement de l'implantation des dispositifs de publicité, enseigne et pré-enseigne sur notre territoire. Donc, l'enjeu central est de trouver l'équilibre entre l'attractivité économique, implantation publicitaire, présentation et valorisation du cadre de vie. Ce RLPI est porté par l'agglomération Seineur qui va le produire sur l'ensemble des 60 communes qui sont concernées. Les orientations générales du débat sont sur 5 axes. D'abord, préserver la qualité des paysages naturels et de sensibilité environnementale, promouvoir le développement économique durable du territoire, protéger les noyaux historiques et l'ambiance des cœurs de ville pour améliorer la qualité du cadre de vie des habitants et visiteurs, maîtriser l'image du territoire et son attractivité à travers ses espaces vitrines, s'engager dans une démarche de sobriété énergétique plus large et lutter contre la pollution lumineuse. Ces orientations se déclinent en 3 échelles, celle des grands paysages, celle des espaces du quotidien et celle des grandes infrastructures. Je précise que nous possédons d'ores et déjà un RLPI, enfin RLP parce qu'il n'est pas I, qui arrive en fin d'activité et on va reprendre celui du RLPI en continuité d'une autre. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Madame Leosti. Oui, merci. Par rapport à cette délibération, on peut constater que l'invasion de la publicité n'est pas en centre-ville, comme c'est noté dans le règlement, puisque si vous prenez la côte de Paris, que je prends tous les jours, vous avez 6 énormes panneaux publicitaires de part et d'autre de la côte
qui en effet, qui en effet sont, alors comment ça a été appelé, c'est les entrées structurantes de la ville. Et la côte de Paris me paraît relativement structurante puisque c'est la côte qu'on emprunte quand on descend de la 13. Donc, a priori, c'est quand même une entrée dans la ville qui est empruntée et importante. Il y a autre chose qui, moi, vraiment me choque par sa contradiction. Nous avons des panneaux publicitaires lumineux avec une orientation 5 qui, je cite, demande à limiter le besoin d'une énergie pour une croissance verte, développer l'environnement sain pour la santé, le bien-être des habitants et de la biodiversité. Enfin, on a déjà décrié, on a déjà insisté sur les problèmes même de visibilité que ces panneaux posaient pour la circulation, puisqu'en fait, quand on est dans un giratoire et qu'on est la nuit complètement abreuvé par la lumière, c'est pas génial pour se concentrer sur la circulation. Mais là, de le noter et de le mettre dans la politique de l'agglo et d'avoir fait quelque chose de complètement différent sur le terrain, c'est quand même tout à fait extraordinaire. Très bien, on va prendre d'autres demandes de parole s'il y en a. D'un puisqu'il y aura une discussion en conseil communautaire qui approuvera l'ensemble des remarques qui ont été données par les communes. Donc, je ne vois pas d'autres prises de parole, donc c'est un avis sur le débat. Merci. Délibération suivante, Daniel Germain. Modification de la convention type relative à l'élimination des graffitis. Une convention type existante datant de 2002 permet à la ville de Louviers de procéder gratuitement à l'élimination des graffitis sur les biens privés des habitants. L'objet de cette modification est d'actualiser les conditions d'intervention de la ville pour simplifier l'action quotidienne des services et ainsi améliorer le cadre de vie. 3 points sont donc modifiés. La suppression de la nécessité du dépôt de plainte, ce qui quand même allège considérablement la procédure. La durée de la convention qui peut être signée pour une intervention unique pour une durée de 6 mois ou d'1 an, alors qu'avant, à chaque intervention, il fallait signer la convention. La suppression de la fourniture d'eau et d'électricité par le propriétaire du mur tagué du fait de l'équipement dont dispose désormais la brigade d'intervention de proximité. Voilà, donc je vous demande d'approuver cette nouvelle convention. Si vous avez des questions. On peut passer au vote. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci de cette unanimité. Merci, Daniel. 5 déclarations présentées par Caroline Rouzet. Alors, il s'agit pour la première d'un déclassement du domaine public dans le domaine privé. C'est un tout petit morceau cadastral qui avait été sans doute omis à un moment donné quand la parcelle rue des Tanneurs avait été transmise dans le domaine privé. Donc aujourd'hui, il y a une cession qui est prévue de ce terrain, qui est l'ancien terrain occupé par les scouts, si tout le monde vise un peu. Et donc il y a un tout petit morceau, on s'est aperçu, mais vraiment, je ne sais même pas si ça fait 2 mètres carrés, qui en fait est identifié dans le domaine public. On n'a pas vraiment de raison. Donc on propose aujourd'hui son déclassement dans le domaine privé afin de vendre un terrain complètement privé, domaine privé de la commune. Voilà. Il n'y a pas vraiment de difficulté sur le sujet, mais je suis ouverte aux questions, éventuellement. Oui, voilà. C'est les petites anomalies qu'on rencontre de temps en temps sur le cadastre, comme on en voit un peu dans toutes les communes. Y a-t-il des questions? Non. Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, à la suite de ce déclassement, c'est en fait la cession justement de cette parcelle au profit de la SCI Clé d'une valeur pour 120 000 € net vendeur qui fait en fait une moyenne des agences immobilières qui ont été consultées pour les estimations. Donc l'offre a été acceptée par un courrier de cette SCI en date du 4 mars. Donc je vous propose de passer, si vous le souhaitez, au vote pour la vente de ce bien. Monsieur oui. Juste une remarque, jadis on avait des domaines
Et maintenant, on a la forêt, on sait très bien, mais pourquoi on n'a plus les avis des domaines qu'on a Alors, déjà dit? sur cette parcelle, Monsieur Brun, le coût induit de la parcelle fait qu'il n'y a pas besoin de l'avis des domaines. Oui, tout à fait. Et j'ajoute d'ailleurs, mais ça c'était un usage... il paraît qu'on n'a pas le droit normalement de mettre les avis des domaines dans les délibérations. C'est a priori pas autorisé. Ça reste c'est un document qui est confidentiel, qui n'est pas public. Et d'ailleurs, vous verrez qu'à l'agglomération, on n'a jamais l'avis des domaines. Mais oui, parce qu'en fait, c'est pas autorisé normalement. Voilà. Donc, mais nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est transparent. Donc voilà. Bon, en l'occurrence, sur cette parcelle-là, ce n'était pas nécessaire, parce que je crois, si je ne me trompe pas, que le montant, c'est 170 000 euros. Voilà. Alors, je propose de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, délibération suivante. La commune va racheter auprès de l'EPFN une parcelle cadastrée AT24 qui se situe rue Saint-Germain, dans le cadre de la mise en place d'un projet immobilier privé qui jouxte cette parcelle et permettant de favoriser le désenclavement du quartier des Acacias. L'association Les Témoins de Jéhovah a fait part de son intérêt à l'acquisition d'une partie de cette parcelle au prix de 77 000 euros net vendeur. Les travaux de démolition du hangar existant ainsi que les frais de dépollution sur la charge de l'acheteur, donc des Témoins de Jéhovah. Je rappelle qu'on avait déjà délibéré il y a quelque temps justement pour cette session avec le PFN, et le but c'était de faire une liaison douce entre le nouveau quartier de l'Enrue qui apparaîtra d'ici quelques mois et la voie verte. Donc c'est pour ça qu'on va acheter cette parcelle de l'EPFN et qu'on en rétrocède un petit morceau donc aux Témoins de Jéhovah qui ont, eux, un projet d'habitation juste à côté. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Madame Lustig. Oui, merci. Oui, en fait, par rapport à cette délibération, cette association a déjà une emprise quand même qui est extrêmement importante au niveau foncier sur Louviers. L'opportunité qu'elle s'étende encore nous semble discutable, notamment d'autant plus qu'elle a été présentée dans la délibération comme participant au désenclavement des Acacias. Sachant que l'emprise actuellement occupée par les Témoins de Jéhovah est grillagée, interdite donc d'accès aux Lovériennes et aux Lovériens. On aimerait en savoir un petit peu plus par rapport à cela. Merci. Oui, il y a une modification parcellaire justement pour laisser l'espace. Je précise que, premièrement, les Témoins de Jéhovah sont déjà propriétaires du terrain et d'un terrain qui n'était pas communal, donc sur lequel on n'avait pas à intervenir puisque c'était privé. Et la deuxième chose, c'est que le terrain que l'on rétrocède, c'est un morceau qui leur permet de finaliser leur propre projet, mais que nous gardons les 2/3 de cette parcelle pour la liaison douce. Donc c'est la liaison douce, elle est pour nous, elle n'est pas pour les Témoins de Jéhovah. Il n'y a pas de servitude à leur profit, c'est complètement indépendant. Anne. En plus, j'ajoute que dans le projet de renouvellement urbain, on avait travaillé sur l'ensemble du territoire vécu, pas juste strictement la géographie prioritaire, et que tout le monde s'était accordé pour dire que ce serait bien d'avoir des opérations de mixité sociale. Et donc cette opération-là d'habitat permet de redonner un peu de mixité sociale au quartier. Monsieur Brun. Vous comprenez notre trouble sur cette délibération. Il y a un sujet global dans notre ville, c'est l'emprise importante que prend cette association sur l'ensemble de notre foncier. C'est-à-dire qu'on a effectivement historiquement la vente des abattoirs. Bon, le débat a eu lieu il y a très longtemps et n'a pas cessé d'ailleurs d'être poursuivi de campagne en campagne. Et puis on a ensuite l'acquisition d'un certain nombre d'entrepôts et sur la zone industrielle de la ville. Ils n'ont pas acheté à la ville, monsieur Brun. Ils n'ont pas acheté leur terrain à la ville. Hein. C'est du privé-privé, on peut pas... Non, mais je vous parle de l'histoire de la ville. Bien. Bon. Et ensuite,
La question qui se pose aujourd'hui, c'est ce que voilà, on a une association qui est effectivement qui a l'air très dynamique et qui continue effectivement à s'étendre, avec une arrivée importante de population. Même Thalès parlait de mixité sociale. Donc je crois que ce que je voulais faire, c'est faire de la mixité sociale dans le quartier entre des témoins de Jéhovah et des gens qui sont en difficulté sociale. Je crois que c'est ça. Voilà. Et donc moi je pense qu'il faut qu'on pose quand même la question de Louviers qui est en train de devenir Jéhovah Land, en fait. C'est quand même une réalité. Bon. Et on n'a évidemment rien contre cette association, ni contre les pratiques de cette association, le libre exercice de son culte. Mais on a quand même une vraie question à se poser sur tout l'espace que nous lui dédions dans cette ville. Bien. Et cet espace au détriment d'autres activités, que ce soit des activités économiques, que ce soit des activités sociales. Et moi, je me pose aussi la question de la contribution fiscale de cette activité, puisque une imprimerie, énormément d'activités. Est-ce que cela contribue au territoire comme d'autres activités plus économiques y contribueraient? Encore une fois, aucune volonté de porter atteinte et à la liberté de culte et à la liberté d'association, puisque c'est de là dont il est cause aujourd'hui. Je n'ai pas de jugement à porter sur différentes enquêtes qui ont lieu aujourd'hui sur l'association des témoins de Jéhovah, et ce n'est pas le lieu. Mais seulement, voilà, voir qu'une fois de plus, nous, finalement, cédons un terrain public à cette association. Non, mais en fait, on ne cède pas un terrain public à cette association, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on récupère une partie de leur terrain pour justement faire la liaison douce. C'est exactement le contraire, ça leur appartient. Donc en fait, j'aimerais bien rectifier les choses. Justement, nous avons souhaité faire une division parcellaire pour récupérer un terrain, mais sinon leur acquisition... Pardonnez-moi, la cession au profit de l'association des témoins de Jéhovah, oui, c'est ça qui est écrit dans la délibération. Il manque... Alors, Caroline va... Pardonnez-moi, c'est sur ça qu'on vote. Je vais reprendre l'historique parce que effectivement, je comprends votre désarroi. En fait, au départ, la parcelle AT24, elle était en vente par un privé, d'accord ? Et elle était à l'abandon avec des hangars complètement défraîchis. Mais nous l'avons voté, je me souviens de ça. Et donc, oui. Bah oui, mais c'est ça qui manque au débat et à votre discussion, c'est qu'en fait, cette parcelle-là, on a demandé à l'EPFN de préempter pour éviter qu'elle soit vendue en totalité, notamment au Jéhovah. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Cette parcelle-là va nous appartenir puisqu'on va la racheter à l'EPFN dans les semaines qui arrivent. Et on leur rétrocède simplement un morceau, puisque ça va leur permettre de finaliser, je crois, leur clôture ou quelque chose comme ça. Voilà. Je me souviens très bien du vote. On avait préempté cette parcelle. Effectivement, l'information ne nous avait pas été donnée, que c'était pour éviter une acquisition de... Mais non, l'acquisition, elle avait déjà faite indépendamment de la parcelle. Attention. En fait, la parcelle où eux, ils vont faire construire, ils l'ont achetée l'année dernière, il y a même 1 an et demi. Et en fin de compte, celle que nous, on va racheter, c'était celle-ci qu'ils visaient. Et nous, on l'avait déjà visée nous-mêmes pour faire cette fameuse liaison douce. Et nous l'avons préemptée, justement. Effectivement, et quand la préemption a eu lieu, l'information ne nous avait pas été donnée dans ces termes. Effectivement, nous, on a l'impression qu'on avait préempté à l'époque où on l'avait voté pour faire, effectivement, pour désenclaver le quartier, faire une liaison, etc. Et c'était ça l'objectif. Et on a su... Et vous comprenez, là, on a une libération qui dit qu'on en donne un bout au Jéhovah. Oui, parce qu'on a su... En même temps qu'on a fait jouer la préemption avec le PFN, on a su que les Jéhovah étaient propriétaires du site d'à côté. Et c'est eux qui sont venus nous voir pour nous demander un morceau de cette parcelle qu'on avait préemptée. Pour faire une clôture, pas pour le bâti. Ils n'ont pas besoin de cette parcelle pour faire leur bâti. Ils l'avaient dit. Simplement, ça permet d'avoir quelque chose de propre pour faire la trame et qu'ils fassent une clôture. C'est juste ça le sujet. Et donc, l'objectif de la liaison douce, c'est toujours... Je pense qu'on est un peu la même chose, en fait, parce que le sujet, c'est que justement, on a fait en sorte de pouvoir maintenir, alors qu'ils voulaient la parcelle en totalité, qui ne nous aurait pas permis de faire la liaison douce, et que nous avons préempté pour pouvoir le faire. Exactement. On a préempté une fois avant. Il s'était déjà positionné. Oui. C'est le principe de la préemption. C'est quelqu'un se positionne et on préempte. Bah oui, mais donc c'est le principe de la préemption. Voilà. Sinon, c'est juste de l'acquisition. Jusque-là, je suis. Et voilà. Et donc, ils étaient déjà propriétaires effectivement de la parcelle qui jouxte en fait la parcelle AT24. Et donc, ils allaient préempter, enfin eux-mêmes, ils allaient acquérir le fameux terrain pour lequel on s'est porté acquéreur. Voilà. Et plutôt avoir des informations sur le projet en question, sur le terrain d'à côté. C'est du logement.
pour eux-mêmes. Moi, j'ai vu le projet, en tout cas les esquisses, sincèrement, c'est bien. Voilà, je vous le dis sincèrement. Voilà. En tout cas, esthétiquement, on peut leur reprocher plein de choses, mais là, esthétiquement et architecturalement, franchement, ça tient la route. Voilà. Micro, Diego. La construction dont vous parlez sera faite sur le terrain qu'ils possèdent déjà. Oui, tout à fait. Ils veulent juste faire la bordure. Exactement. Pour que notre passage soit conforme. Enfin, Notre passage, il est conservé tel qu'on l'avait prévu dès le départ. Voilà. Je pense, en effet, le débat ça méritait des explications et une clarification. C'est un sujet délicat. De la même chose. Donc, s'il y a d'autres demandes de parole, je passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Un point avant la dernière délibération. Monsieur Brun, vous nous avez voté tout à l'heure contre le règlement intérieur. Vous étiez abstenu. Vous n'avez pas voté contre. Non mais, vérité. Donc vous n'aviez pas voté contre le règlement intérieur. Oui, voilà. Mais non, mais vous savez, ça c'est le retour sur les faits. Voilà. Caroline. Alors, suite. Prochaine délibération, c'est une rectification d'une délibération que l'on avait passée il y a quelque temps, en janvier exactement, pour racheter à l'euro symbolique la parcelle BD 314 qui se trouve sur le futur BHNS et qui, à nos informations, appartenait à M. Sylvain Dubreuil. Il s'avère qu'après montage du dossier, M. Dubreuil nous a confirmé que ce n'est pas lui, à titre personnel et personnes physiques qui en étaient propriétaires, mais sa société Garage Dubreuil Père et Fils qui, malheureusement, depuis a été liquidée et la parcelle n'a jamais été retransmise dans son patrimoine privé. Père et Fils liquidé, c'est pas l'actuel garage. Non, c'est une ancienne. Précise, parce que ça peut donner l'impression que... C'est l'ancienne STI qu'ils avaient à titre familial. Donc, en fin de compte, aujourd'hui, la parcelle, elle n'a pas été transmise de la société à eux en tant que personne physique. Et pour faciliter toutes les déboires administratifs que ça peut représenter, on a prévu une prescription acquisitive, puisque ça fait quand même beaucoup d'années, plus de 30 ans, que la commune l'utilise comme telle. Donc, comme si on était déjà propriétaire. Et oui. Voilà. Donc, petite anomalie qui sera rectifiée rapidement. En plus, on verra dans la délibération suivante qu'on en a besoin pour la session. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? J'en vois pas. Donc, j'ai passé au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Et donc, la dernière délibération en matière d'urbanisme concerne donc la cession de ce qui est appelé dans le cadre du BHNS l'îlot H2, donc qui est au même endroit que cette petite parcelle qui appartient à la famille Dubreuil. C'est la société Odyssée Immobilier qui s'est présentée comme investisseur pour l'achat des parcelles 314, 315 et 316 qui se trouvent dans l'angle du BHNS et de la rue du Commandant L'Herminier. Et ils ont proposé un prix de 300 000 €. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Madame Lustig. Aussi, dans la délibération, il est indiqué que donc, cette parcelle BD 314, 315, 316 avait été proposée à 400 000 € à l'achat. Et finalement, pourquoi est-ce que nous ne la vendons qu'à 300 000 €? Et deuxième question, les conditions suspensives sont quand même assez nombreuses. Que se passera-t-il si jamais une des conditions suspensives s'applique? Je vois notamment la pré-commercialisation du programme à 60%. Enfin, il y a quand même des choses là. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Merci. Alors, ce sont des conditions tout à fait normales dans le cadre d'un promoteur immobilier de type privé. Donc, pour moi, il n'y a rien de spécifique. Qu'est-ce qui se passe si une des conditions n'est pas réunie? Si elle n'est pas du fait de qui que ce soit dans les parties au présentes, chacun retrouve sa liberté et on retrouve notre terrain aussi bien dans les mêmes éléments que quand on a prévu de le vendre. Donc, on part à la case zéro, un autre investisseur peut-être reviendra derrière. Pourquoi le prix a été modifié entre la proposition qui avait été faite par la ville de 400 000 € et aujourd'hui la proposition d'offre à 300? C'est uniquement parce qu'il y a des coûts, de démolition
démolition qui vont être pris en charge par Odyssée Immobilier et un potentiel coût de pollution, puisque vous n'êtes pas sans savoir que c'est le site qui était depuis très longtemps un ancien garage. Et donc, il y a dans le sous-sol de la pollution avérée et certainement plus cachée qu'on ne le croit. Donc, pour toutes ces raisons-là, et aussi parce qu'on sait qu'aucun promoteur ne pourra acquérir, promoteur privé j'entends, à des prix exorbitants pour tenir sa base de foncier et de rentabilité, qu'il y a eu une baisse de prix entendue sur ces critères-là. Et j'ajoute en fait que vous avez deux possibilités. Soit c'est la collectivité qui fait la démolition et dépollution. Et en fait, c'est beaucoup plus intéressant que ce soit le promoteur. D'abord parce que ça coûte souvent moins cher quand c'est un privé que quand c'est la commande publique. Il n'y a pas toutes les procédures de marché, de mise en concurrence, etc. Et donc l'un dans l'autre, c'est plutôt très positif pour la ville que le promoteur prenne à sa charge l'ensemble de ça, parce qu'il y a non seulement les coûts, mais il y a toutes les procédures, il y a tout le temps homme-femme consacré à ça, qu'on ne passe pas à faire ça. Plus c'est moins surprise. Sans compter que en tant que ville, on est obligé de passer par les marchés publics et tout le temps que ça peut prendre. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je propose de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Caroline pour ce festival de délibération. Et nous poursuivons avec l'enfouissement de Monsieur Duveyret. Merci, Monsieur le maire. Bon, je n'ai pas encore l'intention de disparaître complètement. Enfin, ceci étant, vous l'avez souligné tout à l'heure, avec l'augmentation des coûts des matériaux, il y a beaucoup de villes qui renoncent à faire des travaux. Du moins, c'est ce que j'en ai eu l'aperçu à la dernière réunion de bureau du siège. Bon, il n'en est pas de même pour la ville de Louviers, puisque nous avons effectué des travaux d'enfouissement du réseau public d'éclairage l'année dernière, du téléphone aussi, dans la rue Alexandre Dumas et la rue Massacre. Et en 2022, avec le siège, on envisage de poursuivre ces travaux sur la rue des Quatre Moulins et un petit morceau de la rue Trinité. Donc la ville de Louviers participera financièrement à ces travaux à hauteur de 86 667 € en investissement et à 16 667 € en fonctionnement. Je vous demande donc d'approuver ce programme de travaux et d'autoriser la signature des conventions s'y rapportant. Avez-vous des questions? Oui, Madame Leostic. Oui, merci. C'est une question pour savoir s'il y a une projection, un calendrier sur l'enfouissement des réseaux par le siège. Est-ce qu'il y a des conditions qui font qu'il intervient plutôt sur certaines parties de la ville que d'autres, ou c'est juste de l'opportunité, ou comment ça se passe? Alors, ce n'est pas une opportunité, ce n'est pas un calendrier fait par le siège, c'est la ville qui décide dans ses programmations de travaux l'intervention ou non du siège. Ce que l'on fait, c'est que lorsqu'il y a une opération de voirie qui est organisée, et ça va être le cas pour la rue des Quatre Moulins et la rue Trinité, on convoque tous les partenaires autour d'une table. Il y a le siège, Veolia, le téléphone, Enedis, etc. Et on ouvre la rue une bonne fois pour toutes pour refaire le tout. Ensuite, une fois que c'est fait, on rebouche, on fait le goudron et on n'a plus le droit d'y toucher pendant les 3 ans à venir. Ça, c'est la politique qui a été définie par l'adjoint à la voirie, M. Bidot, en liaison avec l'agglomération. Et donc, il n'y a pas, le calendrier est conforme par rapport au plan de travaux qui est établi par la ville avec l'agglomération pour les travaux de voirie. Merci, Jean-Pierre. Non, on peut passer au vote. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour cette unanimité. Merci beaucoup. Délibération suivante, nous passons sur le pôle vie éducative et sportive, avec une délibération présentée par Marie-Dominique Perchet sur les fusions d'écoles maternelles et élémentaires pour la rentrée prochaine. Oui, et effectivement, il s'agit de la fusion des écoles pour l'année 2022-2023.
En réalité, par courrier du 25 février 2022, la direction académique des services de l'éducation nationale de l'Eure a confirmé à la ville de Louviers l'intérêt de procéder à des fusions d'écoles maternelles et élémentaires. Pour les écoles suivantes, donc, il s'agit de Jules Ferry, maternelle élémentaire. Il s'agit également de Jean-Zé-les-Cascades, maternelle, et le Hamelet élémentaire. Et enfin, de Jean Prévost, maternelle, et Jean Moulin, élémentaire. Pour l'année donc 2022-2023, les écoles primaires résultant de ces fusions prendront le nom de Jules Ferry, le Hamelet et Jean Moulin. Une consultation auprès des parents et des équipes éducatives vont faire l'objet d'une possibilité de trouver une autre appellation pour ces écoles primaires, s'ils le souhaitent. Pour le moment, on conserve le nom de l'école élémentaire, sur le plan administratif, bien sûr. Donc, je vous demande d'approuver ces fusions. Y a-t-il des questions? Peut-être juste en complément, Marie-Dominique, alors dire que ces fusions administratives, en fait, qui ne changent rien sur la vie sur le bâti et sur les écoles, ça nous permet en fait de rationaliser en fait la gouvernance des groupes scolaires. C'est l'idée d'être sur des groupes, des écoles primaires. Donc ça a été fait en lien avec les personnels compétents. Et ça permet aussi d'éviter des fermetures de classes, puisque l'éducation nationale, au lieu d'avoir un directeur maternel, un directeur élémentaire, n'a plus qu'un directeur ou une directrice pour l'école primaire, et que notamment sur la carte des ouvertures et fermetures de la rentrée prochaine, ça permet d'économiser, d'éviter 2 fermetures de classes, et surtout, ça rationalise cette organisation des groupes scolaires. C'est aussi cohérent avec les ALSH, et c'est avec les futurs, enfin ça a été vu aussi avec les directeurs, directrices des écoles maternelles et élémentaires concernés, qui se sont mis d'accord sur qui allait prendre la direction du groupe scolaire. Et évidemment, l'exemple le plus emblématique, c'est la nouvelle école Jules Ferry, puisque désormais, la maternelle et l'élémentaire sont dans le même bâtiment, ce qui n'était pas le cas. Et donc, c'est beaucoup plus cohérent d'avoir cela. Et j'ajoute que du point de vue éducatif, l'éducation nationale travaille aussi sur des porosités entre les niveaux maternels et les niveaux élémentaires, et que c'est plus cohérent de l'avoir sur un seul et même groupe scolaire. Et c'est effectivement, en termes de fermeture ou d'ouverture de classe, le travail qui est fait par l'éducation nationale lors des ouvertures ou fermetures de classe, il est global sur une école primaire, c'est-à-dire que si vous avez des effectifs très élevés sur les petites sections de maternelle, mais qu'en revanche vous perdez beaucoup d'enfants en CM2, l'équilibre il se trouvera sur l'ensemble de l'école primaire et non pas séparément l'école maternelle et l'école élémentaire. C'est comme ça qu'on a sauvé cette année des classes. Et puis, dernier point, il y a aussi la cohérence pédagogique, puisque, comme vous le savez, nos directeurs de centres de loisirs travaillent vraiment main dans la main avec les directeurs d'école. Et sur les projets d'établissement, il y a une cohérence entre les projets de l'école primaire qui se calent sur nos organisations, où il y a un directeur de centre de loisirs qui est directeur d'un groupe scolaire, qui correspond effectivement à ces fusions. Parole. Des questions? Madame Séguir. Madame Séguir. Et Monsieur Balzan. Alors, est-ce que cette décision a été... est-ce que les parents d'élèves, est-ce que c'était discuté en conseil d'école? Est-ce qu'ils sont informés aujourd'hui de cette fusion? C'était une première question. Après, je mets en doute un petit peu les arguments que vous pouvez présenter. Là, c'est une décision de l'éducation nationale dans laquelle vous abondez. Voilà. Quand il y a une décision de fermeture de classe, c'est décidé, quoi. Je veux dire, en général, si les parents ne se mobilisent pas, c'est décidé, ça va.
J'aimerais bien y croire, mais je mets un doute là-dessus. Devenez croyante, Madame Seguir. Comment ? Devenez croyante. Il faut devenir croyante. Oui, non, mais argumentez, Monsieur le maire. Et parce que c'est pas de la rigolade quand effectivement on ferme une classe. Aujourd'hui, on va faire encore des économies au niveau des écoles. Merci l'Éducation nationale et merci la ville effectivement d'aller dans ce sens. Mais on va observer. En tout cas, est-ce que je peux avoir est-ce que les parents aujourd'hui sont informés? Bien sûr que les parents sont informés. Ça a été discuté en conseil d'école, Madame Percher? Ça n'a pas été discuté en conseil d'école. Ça a été annoncé par l'Éducation nationale. D'une part. En revanche, ça a été discuté avec les directeurs eux-mêmes d'école. C'est une décision avant tout de l'Éducation nationale. Sur les fermetures, les ouvertures. En fait, vous savez, dans la vie, et on avait eu cette question-là, je crois, en 2015, sur, à l'époque, la volonté de l'Éducation nationale de sortir de l'école des Acacias de l'éducation prioritaire. En fait, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous attendez que la décision, elle tombe, et après, vous faites des jolies manifestations partout pour dire non, 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 non. Soit vous prenez les devants. Et en fait, ce qu'on a fait assez intelligemment, avec Marie-Dominique Percher, avec le pôle politique éducative, avec l'Éducation nationale, avec Madame Jarry, avec la directrice académique, Madame Moncada, c'est qu'en fait, on a pris les choses dès le mois de novembre, en se disant, on regarde la démographie qu'on voit partout dans l'Eure. Si vous lisez la presse, vous voyez, et si vous regardez une commune assez voisine qui a, je crois, 3 ou 4 fermetures d'école à Val-de-Reuil, de classe, pardon, 3 fermetures de classe. En fait, l'idée, c'est qu'on a posé le sujet, on est allé voir les équipes de l'Éducation nationale, et on a dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour éviter des fermetures de classe? Et on a regardé la meilleure stratégie. Et on a fait des échanges de courriers. Et moi, j'ai écrit à Madame Moncada en leur disant, voilà ce qu'on peut faire. Si vous faites ça, est-ce que vous me garantissez le truc? Et on a eu cet échange comme ça. Et on n'est pas toujours obligé d'être dans le... Une fois que tout est fait, d'aller essayer d'obtenir des changements de décision ou une fois que l'Éducation nationale elle a pris sa décision, c'est très compliqué de la faire changer, si ce n'est le jour de la rentrée scolaire. Et encore... N'est-ce pas, Madame Léostic, moi qui ai passé des heures carrées avec vous pendant cette année qui a précédé la rentrée scolaire, vous m'appeliez à 11h du soir pour regarder la stratégie, où je vous répondais sans difficulté. Et vous voyez que Jean Zé, c'était très compliqué. Mais j'étais aussi avec Monsieur Niel, j'étais aussi avec Monsieur Prévost. Ben oui. Et toute l'idée, c'est on anticipe. Et là, oui, ce que je peux vous dire, c'est que si on faisait pas ça, on avait 2 fermetures supplémentaires de classe. C'est très clair. Donc, c'est ça l'action publique à un moment donné. C'est pas d'attendre que les problèmes vous tombent dessus, c'est d'éviter qu'ils arrivent. Voilà. Quant aux parents d'élèves, alors vous ne siégez pas à la Caisse des écoles, mais on a encore eu une réunion de Caisse des écoles la semaine dernière. Ça a été évoqué, il y a des représentants de parents d'élèves à la Caisse des écoles, et tout ça était très consensuel lors de la réunion de la Caisse des écoles de la semaine dernière. Et sur les conseils d'école, enfin sur les directeurs, il y avait un sujet à un moment sur la directrice de l'école, Jean Prévost, mais qui est directrice par intérim, donc elle n'est pas titulaire de son poste, parce que c'est une direction par intérim. Et c'était vu avec le directeur de Jean Moulin, et sur tous les autres directeurs, ils se sont mis d'accord, par exemple, entre Le Hamelet et Jean Zé, les Cascades, c'est le directeur des Cascades qui prend la direction du groupe. Et on ne l'aurait jamais fait d'ailleurs contre l'avis des directeurs d'école, mais sur la directrice de l'école Jules Ferry, il y a 1 an et demi ou 2 ans, elle n'était pas favorable à une fusion, et c'est elle-même, à un moment, qui est venue nous voir en nous disant, en fait, pour plein de raisons, notamment la construction de la nouvelle école, et aussi parce que vous avez des décharges plus importantes quand vous êtes directeur ou directrice d'un groupe scolaire, et donc ça vous donne des moyens d'agir, et donc c'est bon pour la gouvernance de l'ensemble. Et donc la directrice qui s'était mise d'accord avec la directrice maternelle, Jules Ferry, a dit on s'est mis d'accord, et en effet, je pense que c'est une bonne idée de créer un groupe scolaire. Donc en fait, tout ça s'est fait dans un dialogue assez naturel, assez facile, honnêtement. Monsieur Brun. Oui, merci, Monsieur le maire. Oui. Nous faisons ici le relais des parents d'élèves, notamment je pense aux parents d'élèves de Jean Prévost et Jean Moulin, qui ont reçu un mail de la directrice et qui organise demain un conseil d'école exceptionnel, donc qui suit notre conseil municipal, et qui est un conseil d'école de concertation, un vote consultatif concernant la fusion des 2 écoles. Et on donne un peu l'impression ici que c'est une fausse concertation. Non, il n'y a pas de concertation, Madame la directrice de l'école Jean Prévost
n'est pas titulaire de son poste. Elle est mariée à quelqu'un qui est un représentant syndical et qui essaye de monter tout le monde contre ça. Je le dis très clairement ici. Et donc, il n'y a pas de concertation à faire. Il y a un conseil municipal qui est décisionnaire. Et tout ça est monté de toutes pièces depuis plusieurs semaines pour des raisons syndicales. Je le dis tel que je le pense et tel qu'est la réalité. Et donc, vous ne nous faites pas... Il y a aussi ici, autour de cette table, des parents d'élèves de l'école. Et vous ne nous faites pas les porte-paroles des représentants des parents d'élèves qui sont, pour une partie, probablement un petit peu orientés. Et on parlait tout à l'heure de démocratie représentative. C'est une compétence du conseil municipal. Ça a été vu avec l'inspectrice de l'éducation nationale et la directrice de cette école qui n'est absolument pas titulaire de son poste puisque c'est un poste par intérim et le poste était fermé. Et donc ça a été fait d'ailleurs dans les formes par l'inspection, l'inspectrice du territoire. Tout le reste n'est qu'essayer d'une personne qui veut garder son poste de directrice alors qu'elle n'en est, c'est la règle de l'éducation nationale, c'est pas la ville. Et donc ça, l'éducation nationale, et nous on n'interfère pas là-dedans, dit à cette directrice, écoutez, non, vous n'êtes pas titulaire dans les jeux des règles, votre poste ne vous appartient pas. Et en fait, vous étiez sur un poste provisoire juste pour cette année. Et de toute façon, il n'était pas du tout acté que vous garderiez un poste de direction d'école. Ça, c'est une affaire qui regarde l'éducation nationale, qui ne regarde pas la ville. Et on peut organiser le lendemain dans le conseil municipal une concertation quand la décision elle a été négociée et il y a des autorités compétentes pour ce faire. Et l'autorité est ici au niveau de la ville, c'est le conseil municipal qui est légitime. Donc je me porte, et très clairement, il y a là-dessus, on fait pression, et moi je ne trouve pas ça correct de faire pression pour des raisons d'appartenance syndicale des uns ou des autres, et c'est pas correct. Donc la décision, oui, elle est prise et elle sera votée ce soir. Alors, voilà. Tout de même, quand même, l'affaire très bien été au fait de votre analyse. Je trouve tout de même choquant de mettre en cause publiquement dans un conseil municipal un fonctionnaire d'éducation nationale et de parler des accointances syndicales de son mari. Je trouve ça quand même tout à fait choquant. Bon, cette dame, nous ne la connaissons pas très bien d'ailleurs. On a juste les parents qui nous disent qu'il y a un vote demain. On vous pose la question sur ce vote qui a lieu demain. Non, c'est pas un vote demain, pas du tout. En tout cas, les parents sont convoqués pour un vote. Il y a un conseil d'école qui malheureusement est tombé le lendemain tombe demain, alors que les deux autres conseils d'école ont eu lieu en présence de Madame Jarry, l'inspectrice, et c'est elle qui présente et annonce la fusion. Très bien. De toute façon, je vais voter pour la fusion des écoles. On en a parlé, je suis tout à fait favorable, donc c'est pas la question. La question là, c'est juste sur la forme, sur la réponse que vous me donnez, M. Priolo. Moi, je suis pas d'accord et je désapprouve totalement qu'on mette en cause publiquement dans un conseil municipal le mari d'une directrice d'école. Enfin, je trouve pas ça normal du tout. Et je trouve que cette dame-là, elle a le droit au respect de son intimité et de sa vie privée. Et quelles que soient les opinions politiques de son mari, elle a le droit de très bien. Et ensuite, le conseil d'école, je crois bien que il est convoqué pas par la directrice de l'établissement, le conseil d'école de demain. Il n'y a pas de vote sur. On ne fait pas voter d'école sur ces sujets-là. C'est pas la compétence. C'est le mail qu'ont reçu les parents. Mais on vote pas. C'est une information qui va avoir lieu et en présence de l'inspectrice. Il n'y a pas de vote du conseil d'école. Il n'y a pas de vote. Madame Séguir. Oui, Madame. Alors je vous rappelle, Madame Séguir, que en fait il y a une demande de parole. C'est dans le règlement que vous avez. D'accord. Voter. Donc, je vais vous demander, donc je vous donne la parole là, mais après, on va essayer un peu de respecter le règlement qu'on a adopté collectivement. Oui, non, mais moi aussi, c'est sur la procédure, madame. On ne peut pas, en fait, demander aux parents de s'investir auprès de l'école et de la scolarité de leurs enfants et ne pas, en fait, tenir compte du fait qu'un conseil d'école, même à titre consultatif, ou en tout cas à titre... l'idée c'était peut-être de leur donner cette information, hein, puisque vous dites que c'est une décision de l'éducation. Non, je finis, madame. Mais l'idée c'est quand même d'être encore et toujours dans la concertation avec les parents d'élèves, dans le cadre des conseils d'école, et peut-être de leur informer avant qu'on soit obligé aujourd'hui de voter sur ce. Mais enfin, la directrice de l'école, on a parlé à depuis un mois et demi, donc ils le savent pertinemment. Ils le savent vraiment. La directrice, écoutez, moi j'ai quand même les remontées. On a des parents d'élèves ici qui sont à l'école. Mais enfin, tout le monde a été largement informé de ce sujet-là. Et après, je vous parle des orientations qui ont pu être données ici et là pour des motifs qui ne sont peut-être pas des motifs, je vais le tourner
subtilement, allez, qui ne sont peut-être pas des motifs d'intérêt général. Voilà, on peut le dire poliment. Et donc, nous sommes guidés uniquement par l'intérêt général et non pas par des intérêts particuliers. Voilà. Exactement. Et donc, je resterai fidèle à cette ambition et de ne pas se laisser orienter sur des considérations qui ne sont pas des considérations d'intérêt général dans l'affaire. Et les parents le savent très bien. Et le conseil d'école n'a pas vocation à être décisionnaire sur ce sujet-là. C'est un sujet qui dépend en l'espèce du conseil municipal. Très bien, on va passer au vote sur le... Madame Nostic. Très court. Oui. Est-ce que vous nous garantissez que le nombre d'ATSEM actuel sera conservé? Et concernant le... Mais ça n'a aucun rapport. Ça, au niveau des fusions d'écoles, il n'y a pas de changement des... Les ATSEM, c'est une ATSEM par classe maternelle, ça ne change rien. D'accord, ok. L'ATSEM, elle est toujours liée à une classe. C'est vraiment un sujet sur la gouvernance du groupe scolaire et qui permet... C'est à la fois en termes... Enfin, vraiment, on parlait des ALSH. J'ai ma réponse. Et du coup, je voulais juste savoir, pour le nom Jean Zé, ce sera possible de le conserver pour la crèche ou pas? Parce que du coup, le nom Jean Zé... C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Et là, pour le coup, les familles et les parents vont pouvoir se consulter et décider de... On a découvert l'autre jour au conseil d'école de Jules Ferry que les parents, comme les enseignants, avaient envie de trouver tout autre chose que Jules Ferry. Ce qui nous a un petit peu interpellés. Et à la réflexion, je pense qu'effectivement, ils ont envie de quelque chose de nouveau. Pourquoi pas conserver le bâtiment qui sera conservé et qui historiquement était un lycée, lui conserver la résidence Jules Ferry et donner un tout autre nom à l'école. Ça va être une décision qui va être prise par la directrice et les familles. Et ils vont faire des propositions, parce que ça relèvera quand même de ce conseil municipal. Oui, bien sûr. Voilà. Mais il est vrai que moi j'ai été étonné quand on a fait une visite de chantier jeudi dernier. Ouais. La directrice d'école, voyant le sujet sur le Hamelais, Jean Zé les Cascades, dit mais nous aussi on aimerait bien que cette nouvelle école porte un nom différent. J'étais assez surpris. Je ne sais pas quel est votre avis là-dessus. Mais elle semblait... voilà, ils avaient envie de marquer de leur empreinte ce nouveau bâtiment et de dire en effet, Jules Ferry, c'est très marqué sur le bâtiment historique, mais pas sur cette nouvelle école. J'avoue que ma position n'est pas faite. Diego. Ma position n'est pas faite non plus sur Jules Ferry, mais non. Là où je vous suis, c'est que de faire complètement disparaître le nom de Jules Ferry de la ville, ça poserait problème. Non, mais j'ai bien entendu, Marie-Dominique. J'ai complètement saisi la démarche. C'est une vision qui, cette fois-ci, n'est peut-être pas de l'intérêt général, mais qui est liée plus à un attachement. Si le même raisonnement s'attache à Jean Moulin, là, je vais frémir, quoi. Parce que pour l'instant, c'est... Enfin, Jean Moulin, là, administrativement, on doit donner un nom. On se dit l'école élémentaire emporte l'école maternelle. Après, tout ça, enfin, je pense qu'il faut aussi qu'en effet, les communautés éducatives s'expriment là-dessus et on verra le nom venu. On le fait là administrativement parce que ça permet de faire la rentrée scolaire. On a besoin d'une appellation administrative et on se laisse le temps en lien avec justement les acteurs éducatifs de le faire. Je voudrais quand même... Il y a M. Balzan qui demande la parole depuis tout à l'heure, lui donner. Très brièvement, hein. Moi j'ai eu un parent d'élève sur ce sujet qui était un peu inquiet, mais j'ai pas pu la voir au téléphone avant le conseil municipal pour savoir si elle avait pu être assurée. Donc juste pour pas la désavouer, je m'abstiendrai pour cette délibération. Monsieur. Et pour votre indulgence, oui, contribuer au débat sur les changements de nom des écoles de Louviers. Alors moi je voudrais peut-être pas une position forcément collective, une position personnelle. Moi je trouve qu'on a déjà beaucoup abîmé les noms d'écoles dans cette ville. Alors c'est pas à vous, hein, c'était il y a longtemps. On avait jadis une école Édouard Herriot qui avait été d'ailleurs je crois inaugurée par Pierre Mendès France et Édouard Herriot lui-même, qui n'existe plus. Et maintenant on a des noms un peu folkloriques, la souris verte, le chat perché, enfin c'est très mignon. Mais je pense que le nom des écoles, ça a un rôle historique, c'est un rôle d'éducation civique. On parlait tout à l'heure de l'éducation à la citoyenneté.
Et moi, je tiens évidemment beaucoup à cette grande figure qui est Jules Ferry. Je tiens à ce que la salle dans laquelle on soit aujourd'hui s'appelle salle Pierre Mendès France et pas Seine-Heure salle ou Louviers en Normandie salle. Voilà, et je pense que c'est important qu'on s'inscrive dans les pas de ceux qui nous ont précédés. Et je pense que sans passer, l'histoire va dans les ténèbres. Et donc, je continue d'ailleurs ma proposition. Et je pense que eh bien, une de nos écoles dans notre ville mériterait de s'appeler Ernest Martin. Ernest Martin qui n'est pas aujourd'hui célébré dans notre ville, qui était un grand militant de l'école publique. Et qui a notamment contribué à la construction de l'école Salengro. Et je pense que c'est quelqu'un qui mériterait d'être honoré. Alors s'il n'est pas honoré dans une école, qu'il soit honoré ailleurs. Mais en tout cas, je crois que la dénomination des lieux dans lesquels nous vivons n'a rien d'ordinaire, n'a rien d'anecdotique. Et je crois qu'effectivement, ça doit donner lieu à un débat, et pas seulement effectivement dans les conseils d'école, mais je pense que ça doit être un débat municipal au sens large. Et en tout cas, voilà, vous dire à nouveau, en tout cas, c'est un point de vue très personnel, parce qu'on n'a pas eu ce débat avant, mon attachement à la figure de Jules Ferry, à celle de Jean Moulin et à celle de Jean Zay aussi, qui va disparaître. Et ce serait bien qu'il existe encore quelque part dans notre ville, compte tenu du très grand bilan de ce ministre de l'Éducation du Front populaire résistant, et voilà, qui est un modèle aujourd'hui de ce que la gauche a pu faire en matière d'école publique et d'éducation nationale en particulier. Bien, alors je vous propose de passer au vote sur cette délibération. Alors, diffusion. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. 3 abstentions. Je vous remercie. Alors, les délibérations suivantes, je vais vous les présenter en l'absence de José Pires. Donc, la première délibération concerne les subventions attribuées aux clubs sportifs. Et donc, vous le savez, l'Office municipal des sports est chargé, en lien avec les différentes associations sportives, de répartir un montant qui est stable entre 2022 et 2021, qui s'établit à 190 000 euros, et donc qui est appelé à répartir entre les différents clubs de Louviers. Il se trouve que l'année 2021 avait été atypique, avec la deuxième année marquée par la crise sanitaire, et qu'il a été convenu, en fait, à une ou deux exceptions, mais de reconduire exactement les mêmes montants sur 2022 par rapport à 2021 sur les associations, dont certaines, en fait, n'ont pas eu forcément beaucoup de dépenses, et d'autres... Enfin, voilà, l'accord qu'il y a eu au sein de l'OMS, c'est la même chose, à l'exception, en fait, de l'association de bowling qui n'avait pas fait de demande en 2021 et qui là obtient 800 euros en 2022, de la boxe taille qui a une demande aussi en 2022 pour un montant de 590 euros. Voilà, ce qui fait que il y avait un fonds d'aide l'an dernier Covid qui était de 5 000 euros, qui avait pu être utilisé pour venir en aide à des associations touchées par la crise sanitaire, qu'on n'a pas besoin de reporter. Mais il y avait un reliquat pour l'OMS de 13 490 euros en 2021, qui passe à 17 100 euros en 2022, ce qui permet de donner voilà, un peu de mou à l'Office municipal des sports si elle a besoin d'intervenir ici ou là. J'ajoute que ce montant de subvention, évidemment, ne tient pas compte d'un certain nombre de conventions, on les passera juste après, notamment sur les équipements intercommunaux, et non plus, évidemment, des prêts de salles, de mise à disposition en nature au bénéfice des clubs. Les clubs aussi qui participent activement à la vie de la cité, par exemple au moment de la nuit des sports, mais aussi à travers les nombreuses manifestations et compétitions qu'ils organisent. L'idée aussi avec la plateforme j'aimelouvier.fr, c'est de mieux faire connaître un certain nombre d'activités qu'ils proposent et qui sont ouvertes au public, mais l'objectif est d'informer les Lovériens sur ce qui se passe dans le monde sportif de notre ville. Alors, est-ce qu'il y a des demandes de parole sur cette enveloppe? Je n'en vois pas. Je vous propose de passer au vote sur l'ensemble. Donc, y a-t-il des oppositions? Il n'y en a pas. Des abstentions? Merci beaucoup. La délibération suivante, c'est donc la subvention pour l'association Aonès Plongée et l'utilisation du complexe aquatique Caseo. Alors là aussi, on l'a vu dans le budget tout à l'heure. Évidemment, avec les fermetures en 2021
et en 2020 bien sûr, mais en 2021, du centre aquatique et de la patinoire sur une période de l'année. Il y a eu moins d'utilisation, soit des lignes d'eau à Caseo, soit des pistes de glace à Glacéo. Et donc les subventions de la ville au club pour pouvoir financer l'utilisation de ces équipements a été moindre. Et là, elle revient à un rythme normal. Et il vous est proposé pour 2022 de verser 19 000 € en une seule fois à l'AONES plongée pour l'utilisation de Caseo. Est-ce qu'il y a des... Oui, Madame Léosic. Oui, merci. Donc, vous avez dit que vous aviez supprimé l'Asinobus à 10 000 € qui bénéficiait à 10 personnes. Et donc là, on va voter 19 000 €. Alors, c'est pas du tout l'activité même qui, moi, m'interpelle, mais c'est plutôt le fait que je lis un peu les délibérations 23 et 24, puisque après, on a 159 000 € pour le club de natation, pour l'utilisation d'un équipement, de l'équipement qui est géré par Equalia. Moi, je me demande en fait en quoi Equalia, l'équipement sportif de la piscine, a priori, n'est pas très bien entretenu. C'est-à-dire qu'on verse quand même là pratiquement 170 000 € pour le club de plongée, pour le club de natation, pour qu'ils utilisent l'équipement de la piscine qui est géré par Equalia. Et on a des retours que les douches sont froides, sont pas réparées pendant des semaines. On a des retours que les ventilations sont rouillées. Après, ça va pas intéresser le club de natation et de plongée, mais le toboggan, il est resté pendant des semaines pas réparé non plus. Pareil sur l'ouverture des bassins qui est pas optimum, en tout cas pour le grand public. Donc, je voulais savoir un petit peu... Voilà, 170 000 € quand même, ça fait beaucoup. Et est-ce qu'on a un retour au moins bon. Alors, d'abord, ça, c'est l'opération d'après, les 170 000 €. Mais on va les joindre, comme ça, on n'aura pas deux fois le débat. Donc, j'ai fait remonter, on a tous ces retours d'utilisateurs. En fait, Equalia a une difficulté de direction de Caseo et de recrutement qui tarde un directeur. Sur un certain nombre de dysfonctionnements, notamment il y a l'ascenseur qui ne fonctionnait pas, qui a été réparé, ça y est. Il y a plusieurs sujets sur lesquels l'agglomération est intervenue directement auprès d'Equalia, avec une visite sur site il y a 15 jours, une nouvelle visite qui doit avoir lieu. Il y a des choses qui ont été réglées, des choses qui ne le sont pas encore. J'étais moi-même cet après-midi à l'agglomération à demander à ce qu'on fasse une réunion physique avec l'ensemble de l'équipe qui gère Caseo, parce qu'il y a des difficultés. Alors, vous savez qu'il y a des difficultés de recrutement en ce moment absolument partout. Et donc, ils ont des difficultés de recrutement, mais il faut que ce soit réglé rapidement. En revanche, par rapport au montant versé au club, alors, dites, on a supprimé l'Asinobus, oui, mais on avait créé le Schoolbus. D'ailleurs, le Schoolbus reviendra début 2023 avec un nouvel appareil homologué, etc., parce qu'on va passer de l'expérimentation à la solution pérenne. Et si vous prenez l'ENL, ça concerne des centaines et des centaines d'adhérents. Donc c'est important et ça fait partie. Et c'était on est sur les mêmes, en fait, sur les mêmes usages qu'avant le complexe aquatique Caseo. Et en fait, ça coûte moins cher aux finances publiques d'avoir le centre aquatique Caseo avec 5 bassins que d'avoir la piscine plein soleil avec un seul bassin. En termes de coût, ça coûte moins cher et d'être en délégation de service public, puisque je parle devant l'ancien directeur de cabinet de l'ancien maire, mais je pense que pour la ville de Louviers, la piscine plein soleil coûtait beaucoup plus cher que ce montant-là. Donc c'est à la fois un équipement beaucoup plus moderne et adapté et une dépense publique beaucoup moins élevée pour la ville, et y compris pour l'agglomération, puisqu'on est sur un reste à charge qui doit être pour l'agglomération autour de 450 000 € de tête, ou 480 000, alors que la piscine plein soleil, de même que le Colisée, d'ailleurs, coûte beaucoup plus cher à la collectivité. Donc c'est plutôt de la bonne gestion. Cela n'empêche qu'en effet, en ce moment, comment ? Moi, j'ai toujours été cohérent, et c'est la raison pour laquelle, sur la patinoire, Glacéo, qui a un équipement absolument formidable et qui fait le plein tout le temps, coûte beaucoup moins cher que le Colisée qui tombe en ruine. Donc ça s'appelle le progrès, ça s'appelle la bonne gestion. Mais en revanche, Madame Lostic a raison quand elle dit qu'en ce moment, il y a des difficultés sur Caseo, et donc nous sommes en train de prendre le problème à bras-le-corps. Voilà, pas vous dire mieux. Mais sur les montants des délibérations,
d'abord, ça fait partie de l'engagement et c'est aussi dans le contrat de concession. Il y a un certain nombre de lignes d'eau qui sont réservées, mais c'est tout à fait cohérent et ça coûte beaucoup moins cher que ça n'a pu coûter par le passé. Alors, je vous propose de mettre aux voix la délibération sur l'AONES pour un montant de 19 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Du coup, c'est la même chose pour l'ENL pour un montant de 159 000 €. On n'a pas besoin de refaire la présentation. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Abstention? Oui, sur la première. Allez, première aussi. Donc, pardon. Abstention pour les deux de Madame Lustig. Sinon, c'est adopté. Nous passons de l'eau à la glace. Et donc là, sur Glacéo, sur le coup pour lequel il n'y a pas de difficulté de gestion et d'équipement. Là, pour l'Ice Skating Club Louviers, qui organise d'ailleurs un gala, une compétition le week-end des 9 et 10 avril, avec des patineurs qui viennent d'un peu partout en France. Et là, le montant de la subvention pour la période 2022 s'établit à 50 000 €. Est-ce qu'il y a des demandes de parole? J'en vois pas, donc qui est contre, qui s'abstient, c'est adopté. Pour les loups hockeyeurs qui en font des très beaux matchs et qui ont absolument écrasé l'équipe de l'armée, mais c'était un très beau match et très touchant. Et avec un club aussi, parce que quand on a des équipements de cette nature, que ce soit Caseo ou Glacéo, il y a l'idée de faire monter en puissance sportive les clubs, aussi pour leur permettre d'obtenir des résultats, d'avoir de la visibilité et puis aussi d'accueillir des clubs partenaires. Donc pour les loups hockeyeurs, la subvention est de 22 000 € pour l'année 2022. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? C'est adopté. Et nous passons de la glace à la ville amie des aînés, et c'est Gaëtan Bazir. Merci. C'était bon? Okay. Dès 2017, la ville de Louviers a décidé d'adhérer au réseau francophone des villes amies des aînés, soutenu par l'Organisation mondiale de la santé, pour valoriser les initiatives et les bonnes pratiques des collectivités qui favorisent l'inclusion de tous les habitants à travers tous les âges de la vie. Parmi les actions, la facilité de la mobilisation et le déplacement, l'amélioration des espaces extérieurs des bâtiments, la favorisation des bâtiments intergénérationnels adaptés, l'amélioration et l'information et la communication, prévenir l'isolement, et j'en passe des meilleurs. Donc je vous demande... T'as dit quoi? Je vous demande d'approuver la candidature de Louviers au label Ville Amie des Aînés. Avez-vous des questions? Monsieur Brun. Je voulais simplement rendre hommage à la personne qui avait eu cette idée, qui s'appelle Nadège Hoffman, et qui et donc c'est la continuation. Faut tout oser. Voilà. Faut oser. Merci Nadège. Merci Monsieur Brun, je voulais vous dire quelque chose en fait. Je crois que peut-être que c'est moi qui lui avais soufflé l'idée, et je ne voudrais pas. Bah oui. Mais c'est un peu. Voilà, enfin, personne n'est dupe. Un peu d'humour en fin de mandat, en fin de conseil, c'est agréable. Alors, qui s'abstient? Oui, c'est ça. En effet, c'est dans les paris. Il faut placer. Vous savez, parfois, on place des mots, vous vous en rendez pas compte. Et je pense qu'en effet, c'était ça votre pari. Mais on va. Ok. Oui, c'est pas... Moi, j'ai compris qu'il y avait le flanc, c'était aujourd'hui, non? Oui, c'est vrai. Il y a le flanc, ouais. Non, mais il faut le micro, sinon nos amis ne nous entendent pas, monsieur Ortega. Oui, c'est vrai. Non, mais ça méritait pas d'être entendu par les auditeurs. C'est que j'ai cru comprendre que le prochain conseil municipal se tournerait encore une fois autour du flanc et que nos amis de la presse en particulier nous attendaient au tournant sur le sujet. Bon, tant que vous ne nous en faites pas tout un fromage. On va passer au vote, sauf s'il y a des remarques aussi pertinentes que celles qui viennent d'être faites par monsieur Brun. Heureusement que j'étais assis. Alors, qui vote contre? D'accord. Qui s'abstient? Merci. Merci beaucoup, Gaëtan. Et j'en profite pour saluer l'action du pôle senior de la ville, très impliqué avec des activités. On parlait aussi de politique tarifaire tout à l'heure, très accessible pour le plus grand nombre. Et c'est quelque chose dont on peut se réjouir. La délibération suivante concerne la subvention aux associations non sportives et non liées par des conventions bilatérales, je dirais.
comme nous en passons régulièrement dans nos conseils. Et donc, il s'agit de l'enveloppe annuelle qui fait l'objet d'une instruction par la commission pluraliste d'attribution des subventions qui s'est réunie le 21 mars dernier, donc pour analyser l'ensemble des demandes. Pour l'année 2022, le montant donc attribué au budget que nous avons voté tout à l'heure s'établit à 48 500 €. Ce sont des subventions de fonctionnement auxquelles on ajoute une enveloppe supplémentaire de 8 000 € de subventions exceptionnelles pour permettre, en cours d'année, en fonction de demandes qui interviendraient, de pouvoir y répondre favorablement. Bien sûr, là, on est sur des subventions qu'on verse aux associations, mais qui n'incluent pas l'ensemble des aides matérielles, prêts de salle, appui logistique. Et puis, il y a toutes ces associations, je prends Radio Espace, par exemple, qui a une subvention ou Passage, qui ont des subventions ad hoc dans le cadre de conventions, la Maison de l'Europe de l'Heure, etc. En 2022, 55 associations ont adressé un dossier de demande de subvention. Nous avons 4 nouvelles demandes et on a eu 3 dossiers incomplets ou non recevables. Alors, au cours de la commission d'attribution des subventions, cette commission, elle fixe un peu une doctrine. On est resté dans le droit fil de la doctrine établie et fixée les années précédentes, à savoir, au vu de leur rôle très important, du rôle qu'elles jouent très important, le principe a été de sanctuariser les demandes effectuées par les associations caritatives en accordant le montant qu'elles demandaient. Deuxièmement, l'objectif était de garantir l'égalité entre les associations ayant des objectifs, des projets et des besoins similaires, et puis une priorisation dans la répartition pour les associations dont le siège social et les activités sont à Louviers. On a également regardé l'état de la trésorerie, parce que quand vous avez des associations qui ont énormément de trésorerie, on n'est pas là pour faire la trésorerie des associations, et donc il s'agit de faire ça avec discernement. Nous avons donc le tableau qui vous est joint, où vous avez le montant versé l'an dernier, le montant proposé cette année. L'an dernier, nous avions versé pour 43 300 € de subventions, et dans la répartition qui vous est proposée cette année, c'est à 47 464 €. Et pour l'instant, nous n'avons pas utilisé l'enveloppe de 8 000 € pour les subventions exceptionnelles. J'indique qu'il y a M. Gaëtan Bazir qui se déporte du vote sur une association, parce que vous êtes membre, Gaëtan, du bureau, et que M. Jean-Pierre Duveyret est membre du CAPAC, le comité d'entente des associations d'anciens combattants. Alors, est-ce qu'il y a des remarques sur ce tableau ou pas? Est-ce qu'on peut procéder, s'il n'y en a pas, à un vote global? Ou souhaitez-vous que nous procédions à un vote par association? Bon. Il n'y a pas de remarques, donc je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Une abstention, M. Balzan. Sur une... Oui. Alors, attendez, branchez vos micros. Oui, je ne prends pas part au vote sur membre de plusieurs des associations concernées. Ah, vous ne prenez pas part au vote à l'ensemble de la délibération? Ou vous signalez? Soit... On peut signaler... Quelles sont les associations pour lesquelles vous prenez? Bon, il faudra les donner, voilà. OK. J'avais une question similaire. Nos amis qui se déportent, c'est parce qu'ils sont membres de l'association ou parce qu'ils sont membres du bureau? Voilà, on peut être après, mais ils sont membres des organes dirigeants. Ouais, voilà. OK, donc on signalera cela, et donc, moyennant les non par au vote sur un certain nombre d'associations qui votent encore. Non, mais juste une petite question. Par exemple, sur des associations que je suis évidemment, mais je ne suis pas le seul ici de suivre de près. J'imagine le comité de jumelage allemand, c'est parce qu'il y a des questions de trésorerie, c'est ça? Oui. Sachant que, voilà. Et parfois il y a des délégations ou pas, la règle sur les comités de jumelage, c'est qu'évidemment, dès lors qu'une délégation vient ou qu'il y a un voyage, on fait en sorte, on a le petit matelas des subventions exceptionnelles, parce qu'on ne connaît pas la taille des délégations. Voilà. Mais on n'a jamais laissé les jumelages dans la difficulté, puisqu'ils ont cette particularité, les jumelages, d'être à la fois institutionnalisés et en même temps associatifs. Donc il y a des coûts qui sont pris en charge par la ville directement sur des accueils d'officiels, en fait.
Donc, y a-t-il des oppositions? Je n'en vois pas. Des abstentions? C'est adopté. Je vous remercie. Gilles Vandamme, sur la sollicitation de l'agrément de l'association de la Nuit du Handicap. Merci. Sollicitation de l'agrément de l'association La Nuit du Handicap. La question du handicap est un enjeu majeur pour la ville de Louviers. Le soutien aux associations dans la mise en place d'événements en lien avec le handicap est également important pour la commune. En 2021, la ville de Louviers et des parents d'enfants porteurs de handicap ont organisé un premier fabuleux festival destiné à porter un autre regard sur le handicap. La municipalité souhaite poursuivre ce travail en s'associant avec l'association La Nuit du Handicap pour organiser un événement festif autour de ces sujets le 11 juin prochain. Les centres sociaux municipaux Pastel et La Chaloupe, ayant pour mission de faciliter le développement de la vie associative locale et de favoriser l'inclusion des publics les plus fragiles, seront amenés à soutenir les associations souhaitant participer à cet événement, en lien également avec les autres services de la ville. Je vous demande donc d'approuver, si vous le souhaitez, cet agrément pour faire partie de la charte du label de la Nuit du Handicap et le versement de 1 000 € qui est demandé à la ville. Qui vote contre? Pas de demande de parole? Non. On peut passer au vote, Ghislaine. Qui vote contre? Qui vote pour? Qui vote pour? Merci. Les mains se lèvent. Voilà. Merci. Unanimité. Merci beaucoup. Délibération suivante, le don d'un piano à l'école de musique. Et c'est Sylvie Langard. Oui, merci, monsieur le maire. Une enseignante de l'école de musique Maurice Duruflé a hérité d'un piano. Elle souhaite en faire don à la ville de Louviers pour qu'il soit utilisé pour les activités pédagogiques de l'école de musique. Il s'agit d'un piano de marque Roniche, en parfait état de fonctionnement, d'une valeur estimée à 3 000 €, qui ne nécessitera pas que la prise en charge du coût du transport jusqu'à Louviers, pour un montant estimé à 540 € et un accord complet évalué à 75 €. Je vous demande d'accepter ce don et la prise en charge de ces frais. Y a-t-il des questions? Non. Alors, qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Une deuxième délibération, Sylvie. L'Association pour la coopération des professionnels de l'information musicale, la CIM, a pour but de promouvoir la diffusion de la documentation musicale en tout lieu et principalement dans les médiathèques et institutions publiques. La ville de Louviers souhaite adhérer à cette association afin de participer aux réflexions touchant l'évolution de la documentation et de la médiation de la musique en médiathèque et bénéficier des travaux et retours d'expérience d'autres collectivités. L'adhésion à cette association est fixée à un montant de 60 € par an et je vous demande d'approuver cette adhésion. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je n'en vois pas, donc je vais procéder au vote. Vous êtes sûr, M. Ortega, vous ne voulez pas intervenir, M. Brun? Madame Lustig? Non. Allez, allez-y. Alors, qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Merci. Je propose peut-être qu'on fasse une suspension de séance avant de prendre la prochaine délibération. Il y a des fruits, c'est pour le dessert. Alors, dernière délibération pour moi, en raison de l'absence d'enseignants, les cours de violoncelle et de guitare musiques actuels n'ont pas pu être assurés pour des durées respectives de 4 et 5 semaines. Ces disciplines étant définies comme dominantes dans le parcours des élèves et ces absences étant de plus de 15 jours consécutifs, la ville de Louviers souhaite faire un geste spécifique envers les usagers concernés. Le montant global de ce dégrèvement, au prorata du nombre de semaines d'enseignement, s'élève à 1 121,51 € au total, qui sera effectué sous la forme d'une réduction de prélèvement à venir, d'une déduction sur l'inscription de l'année suivante ou d'un remboursement en fonction du choix. Je vous demande d'approuver ce dégrèvement. Y a-t-il des questions? Alors, qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Merci beaucoup. Les deux dernières délibérations concernent le personnel municipal. La première, dans le prolongement d'une délibération que nous avons adoptée le 31 janvier dernier, sur la participation à la procédure de mise en concurrence du centre de gestion de l'Eure pour des contrats de protection sociale complémentaire des agents municipaux. Donc, on avait présenté au conseil municipal du 31 janvier des éléments d'information de débat relatifs à la future participation des employeurs à la prévoyance, maintien de salaire d'une part et à la mutuelle santé d'autre part. Il s'avère que depuis le vote par notre conseil, que l'hypothèse en fait de contrats de groupe négociés au titre collectif des 5 centres de gestion normands, donc des 5 départements normands, ne se confirme pas.
Et donc, bien que le décret fixant les montants minimums de participation employeur pour chaque agent et pour chacun des 2 risques ne soit pas encore publié, le centre de gestion de l'Eure a décidé de lancer une procédure de mise en concurrence en vue de contrat groupe qui prendrait effet dès le 1er janvier 2023 pour 6 ans. Et donc, en fait, sans préjuger du fait qu'on participera pas ou pas, mais si on voulait participer, il faut avoir délibéré. Donc, en fait, on prend date au cas où ça nous intéresserait. Et donc, on répond à l'appel du CDG qui est intervenu depuis notre dernier vote pour pouvoir se joindre, le cas échéant, à ce groupement de commandes. Voilà, l'idée, c'est de nous autoriser à le faire si on décidait de le faire, sans obligation. Il n'y a pas de remarques. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Merci beaucoup. Et la modification du tableau des effectifs de la ville, dont vous aviez pris connaissance. Et s'il n'y a pas de remarques, y a-t-il des oppositions? Il n'y en a pas. Des abstentions non plus. C'est adopté. Le prochain conseil municipal, sauf modification d'ici là, devrait être le lundi 9 mai à 18h30, ici même dans la salle Pierre Mendès France, qui ne sera pas rebaptisée. Merci. Nous sommes vus hier, nous sommes déjà demain. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et merci de votre participation. Et n'oubliez pas le spectacle des Virtuoses à la scène 5, vendredi soir, le 1er avril. Bonne soirée, merci. Et merci à la presse d'avoir été fidèle. Et merci au service et merci à la communication